le vent n'est pas très fort, hein. Un vent thermique de moins. Donc pour l'instant on garde le moteur et les voiles pour dégager en mer. Le danger c'est... Le danger en mer c'est la terre. En mer le danger c'est la terre. Sur les grands voiliers c'était le danger sur les bateaux qui sont plus manœuvrants, surtout en l'absence de vent. Quand on se rapproche de la terre il y a plus de courant et il y a des rochers. C'est pas touché. Donc un navire à voile qui arrive vers les rochers, il ne peut rien faire. Enfin, mouiller, c'est assez fort. Donc voilà, donc autrefois, la principale préoccupation des grands voiliers, c'était de s'écarter du large, de la côte, hein, de porter au large. Et d'ailleurs, oui, il y a une situation comme ça, ils auraient mouillé, ils attendaient un jour, 2 jours, 2 semaines, 3 semaines, que le vent soit favorable pour partir. Ça ne servait à rien d'aller prendre des risques. Vous imaginez que vous êtes un gros bateau sans moteur. Pas de vent, bah, vous n'allez pas prendre de risque de partir. On a des moteurs, donc on va s'éloigner de manière à pouvoir stopper les moteurs dès qu'on peut, même si on n'avance pas vite. Quand on est au large et qu'il n'y a pas de danger autour, on est moins inquiet. Donc là on va gagner dans l'ouest sud-ouest de Belle-Île. On va stopper, c'est mieux, on va essayer de faire un peu de voile, c'est des longs. Le vent devrait se rétablir dans la nuit. 10-12 nœuds c'est parfait. Pour une mise en jambe c'est bien, pour commencer doucement. Les stages qui ont commencé avec 40 nœuds de vent. C'était moins drôle, c'est des balades. Donc là c'est pas trop mal. Et demain soir on devrait faire un mouillage vers les Glénans par là, avec Concarneau, dans le secteur. Un petit mouillage et puis dimanche matin on appareillera, on ira doucement vers l'Orient. En général on sait pas, moi je sais jamais où je suis le soir. Hein. Normal, on a la voile. On ne peut pas savoir, je ne sais jamais le matin où je serai exactement le soir, à peu près. Après, on fait, ici c'est la route, le vent qui trace la route, on dit toujours ça. C'est-à-dire qu'en fonction du vent, bah, on fait la route. En sachant qu'un navire comme ça, il remonte à 80 degrés du vent, pour ceux qui font de la voile, ça veut dire. Et là, il atterrit, on arrive à 90. Quand le vent vient de là, je vais là, par là. Pour aller là-bas. C'est surprenant au départ. Comme ça, c'est l'inconvénient des grands voiliers. Demain, je vais expliquer pourquoi on est obligé de naviguer comme ça. Aujourd'hui, on va voir l'historique du Belém, hein, c'est important, pour ceux qui ne connaissent pas. L'histoire du Belém, cette année, 115 ans, et on reprend la mer pour la 115e année. C'est toujours extraordinaire, mais nous, on n'est pas blasés parce qu'on se dit, c'est incroyable même que ce navire, il navigue toujours après 115 ans. C'est le dernier des grands voiliers français à naviguer, il n'y en a plus aucun, sur les centaines que nous en avions. C'est le seul survivant. Il n'est pas en navire musée. Alors, il y a un deuxième, grand voilier français. C'est un ancien capornier de Nantes, le Laennec, qui a été vendu dans les années 20 à Norvège, puis Finlande. Il était navire école finlandais jusqu'en 1965. Il a arrêté de naviguer en 1965. Il a été mis en navire musée à Turku en Finlande. S'il y a des gens volontaires qui font bien un commando pour aller le voler, il est en parfait état, mais il est mis dans les... Et lui c'est le dernier capornier français, c'est un grand capornier. 30 mètres de plus que le Belém, quand même la longueur, 4 mètres de plus sur la largeur, c'est un gros navire. Et c'est le dernier capornier. Et il est finlandais. Sinon le dernier navigué c'est le... Donc on va voir comment ce bateau a traversé toutes les fortunes de mer, tous les aléas de la vie. Il a quand même, on va voir qu'il a quand même traversé les 2 guerres mondiales. Il a échappé à 2 guerres mondiales. On va voir que ça fait des dégâts dans la flotte. Il a échappé à des crises économiques, la grande crise de 29, celle de 2009. On a décidé de sortir de la crise, nous aussi financièrement. Il a échappé à des catastrophes naturelles, rares et exceptionnelles. Il a échappé à toutes les fortunes de mer qui frappaient les navires, incendie, abordage, échouage, tempête. Il a échappé à tout ça. C'est pour ça qu'il a mouru. Et il n'y a que lui qui a échappé, on va voir pourquoi. Et on va voir comment d'ailleurs. Donc ce navire a eu 3 vies. Débuté comme navire de commerce, c'était sa raison d'être, il était construit comme navire de commerce. Puisque là on est fin du 19e siècle, on navigue encore à la voile. On va naviguer à la voile jusqu'en 1922 plus tard. Tout le commerce maritime à l'époque
long cours s'effectue à la voile. Le Belém est lancé. Et par la suite, il va avoir une deuxième vie comme yacht de luxe, ce qui va le sauver, transformer. On va voir pourquoi le Belém a été choisi, c'est assez exceptionnel. Et en finale, il va repasser la troisième étape en transformant en navire école italien puis français. Voilà, donc 115 ans d'histoire en 1h30. Le Belém aujourd'hui, voilà, c'est intéressant de voir que la marine marchande française, après les guerres napoléoniennes, elle est cassée, hein, que ce soit la flotte de guerre ou la flotte marchande, il ne reste plus grand chose. Comme les Anglais ont la maîtrise des mers, ils ont aussi la maîtrise du commerce maritime. Ils vont construire des centaines, des milliers de colis et ils vont rafler des navires. Les Français, eux, ont du mal à maintenir ce qui reste de la flotte. Donc ils utilisent des vieux navires en bois. Alors, la France va construire tardivement des navires en bois. Pourquoi? Alors, on a des forêts, des grandes forêts en France, inépuisables, chênes, replantes. Et en plus, on a un savoir-faire hérité des chantiers de marine de guerre. Et on construisait des flottes, comme les Anglais, des flottes de vaisseaux, de frégates en bois. Alors, dans les périodes de guerre, on construisait intensivement. On avait énormément de charpentiers, d'ingénieurs renommés mondiaux, meilleurs que les Anglais, comme Sané, Chevillard, des gens comme ça, Olivier, des grands architectes navals qui, alors ces gens-là en temps de paix, évidemment, il y a moins de demandes, bien qu'ils savent faire que ça. Donc ces gens-là vont, le savoir va être transféré vers les chantiers de navires de commerce. Donc il y a une main-d'œuvre très qualifiée, savoir-faire, architecte naval, et du bois en pagaille. Donc on n'a pas de raison de faire autre chose. On continue à faire des navires en bois. Tardivement, même après la révolution industrielle, 1840, on continue. L'inconvénient des navires en bois, c'est qu'on est limité pour la longueur, parce qu'il n'y a pas d'arbres de 100 mètres de long, on en a pas vu. Les arbres, c'est 20, 25 mètres, 30 exploitables maximum sur un bois. Donc on va avoir des navires qui ont à peu près 50 mètres de long maximum en bois. Donc on est limité. En plus, un navire en bois, ce ne sont que des pièces qui sont reliées entre elles par des chevilles, par des boulons, par des tirants. Et donc ça joue beaucoup. Surtout un navire de charge, on charge le navire, on le décharge, il y a un cargo. À chaque fois, ça fait arc contre arc sur la quille, sans arrêt. Au bout d'un moment, les navires se délient. Se délient, c'est-à-dire qu'il y a toutes les pièces pleines du jeu, et commencent à se déformer. À l'époque, on les appelait les dromadaires. En fait, un navire, il a une tonture un peu comme ça, grossièrement. Et là, c'était une tonture en acier. Une grosse pose. Voilà, donc beaucoup d'inconvénients sur ces navires en bois. L'entretien est fastidieux, il faut le caréner souvent. Le bois assez fragile. Et capacité de charge limitée. Alors, les Anglais ont décollé depuis les années 40. Alors, les Anglais, révolution industrielle, en avant tout, ils ont beaucoup de charbon aussi à exporter.